Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce débat citoyen que notre député Frédéric Petit a voulu organiser. Je suis très heureux de l'animer. L'événement s'ouvre évidemment dans un contexte particulier, celui de la guerre aux portes de l'Europe et qui va donner à notre sujet peut-être une perspective encore plus particulière. L'objectif de cette conférence, c'est vraiment qu'elle soit interactive. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous allez être amener évidemment à répondre à des sondages qui vont apparaître directement sur votre écran grâce au logiciel et vous allez pouvoir y répondre, interagir et réagir. En ouvrant cette conférence, je salue évidemment Franziska Brantner. Vous êtes secrétaire d'État au ministère de l'Environnement allemand au sein du nouveau gouvernement. Merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que vous devez repartir un petit peu plus tôt que prévu. Alors, on va s'en tenir à l'ordre. Et puis, vous n'hésitez pas non plus à poser vos questions à Franziska Brantner. Je salue aussi monsieur le député. Merci Bonjour. d'organiser cet événement. Je crois que vous êtes en direct depuis la Pologne. Vous nous expliquerez juste après. Mais juste avant, je vais redonner la parole à Franziska Brantner pour un mot de bienvenue. Alors, Franziska Brantner, je vous présente très rapidement. Vous étiez auparavant députée du groupe des Verts au Bundestag, porte-parole pour les questions européennes qui vous ont toujours occupé. Vous êtes franco-allemande, je crois, de cœur et de conviction. Vous avez fait Sciences Po, de par aussi vos origines dans la zone transfrontalière. Alors, quel est votre mot de bienvenue dans ce contexte particulier? Je sais que vous êtes aussi très impliqué dans la gestion de la crise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur le sujet de l'énergie et dans le contexte qu'on connaît? Oui, bonsoir tout le monde. C'est un honneur d'être avec vous dans ces moments difficiles et durs pour l'Europe. Et ce que j'aimerais bien dire, Frédéric, tu te rappelles, on a fait plein de réunions déjà ensemble où les gens nous demandaient, donnez-nous une autre explication pour l'Europe parce que la paix, ça ne suffit pas. C'est tellement normal qu'il y a la paix en Europe. Expliquez-nous pourquoi on a vraiment besoin de l'Europe. Et moi, j'espère que je ne vais plus jamais devoir expliquer pourquoi on a besoin de la paix et que l'Union européenne est un moyen incroyable qui nous a permis la paix entre la France et l'Allemagne depuis des décennies. Et que c'est rien de donné par Dieu ou par quelqu'un d'autre, c'est le travail de nous tous les jours dans le quotidien. Et c'est ça ce qui me motive de continuer, de voir l'importance que ce projet a et garde à avoir et de travailler le franco-allemand. Et même si c'est difficile, même si on n'a pas toujours les mêmes approches, c'est justement pour ceci qu'on travaille ensemble et qu'on a trouvé des mécanismes de coopération pour pouvoir surmonter ces différences, mais paisiblement. Et c'est pour ça que moi, je suis très contente de pouvoir être avec vous ce soir parce que je suis convaincue que Frédéric, tu apportes beaucoup à cet échange, à ce travail commun pour l'Europe qu'on voit tellement nécessaire ces jours-ci. Merci beaucoup, Franziska Brantner, pour ces mots d'introduction. Et je vais donc laisser la parole à Frédéric Petit, qui a l'initiative de cette conférence. Bonsoir, monsieur le député. Je vous laisse évidemment un moment pour introduire cette Merci. conférence. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci Francisca de tes mots. Et comme tu l'as rappelé, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble et qu'on fait ce genre de réflexe. On est même allé dans ta circonscription une fois à Heidelberg, je m'en souviens. Je rappelle aussi quelque chose qu'on oublie toujours quand on te présente, c'est que ton premier mandat électif, c'est que tu as été chef de classe au lycée franco-allemand. Très C'est important. vrai. Voilà. Merci à la Denk Fabrique de nous aider à animer. Vous savez que ce genre de conférence, si on veut que rester dans l'échange et rester dans la confrontation fraternelle, c'est important d'avoir un bon modérateur. Et je salue Hugo qui va nous aider à avancer parce qu'on ne peut pas tout faire. Francisca l'a rappelé, on n'est pas toujours d'accord. Vous savez qu'il y a des grands moments de tension qu'il peut y avoir, non seulement entre Français et Allemands, mais entre Français, Allemands et Polonais. Là, je vous parle de la frontière polonaise où je suis venu, puisque c'est là que j'habite. Et vous savez qu'il y a énormément d'enjeux en ce moment, des enjeux citoyens, des enjeux de lien entre la nation et les citoyens engagés sur le terrain, des enjeux de réfugiés, des enjeux techniques, des enjeux de logistique. Et donc, dans ces moments où on n'est pas d'accord, c'est important qu'on reste en relation, qu'on travaille, et les modérateurs ou les médiateurs parfois sont fondamentaux dans ce moment-là. Je dis souvent que le seul endroit
où il n'y a pas de conflit, c'est les cimetières. Et je ne suis pas comme M. Poutine, je ne suis pas pressé d'y envoyer tout le monde. Je vous rappelle aussi que ces conférences citoyennes, c'est une habitude, c'est quelque chose que j'ai commencé depuis le début de mon mandat. Alors elles étaient moins digitales au début, elles étaient plus physiques, mais c'est quelque chose qu'on a peaufiné dans mon équipe. Je salue tous mes collègues qui travaillent là-dessus et qui ont peaufiné tout ce qu'on fait et qui marche à peu près. Alors pourquoi le thème de la France et de l'Allemagne dans la transition écologique? Évidemment, au début, il n'y avait pas la guerre. Quand on a prévu ça avec Francisca, c'était plutôt pour moi une réaction à l'accord de coalition. Et quand j'ai lu l'accord de coalition allemand, de la coalition allemande, la nouvelle coalition allemande, j'ai reconnu quelques paragraphes, quelques phrases où je me suis dit, tiens, là, Francisca devait pas être trop loin du stylo. Et donc, je me suis dit, c'est important puisqu'il y a énormément, on sent bien une évolution, une vague qui en Allemagne et en France, que ce soit sur les enjeux environnementaux, de les prendre de manière plus sérieuse, plus réaliste, que ce soit au niveau du rôle de l'Europe dans le monde, en particulier en Allemagne, c'est-à-dire de dire on ne peut pas rester dans notre coin, régler nos histoires, il faut qu'on prenne notre part dans le monde, sinon on faillit à notre mission. Et bien ça, c'est pour ça que je me suis dit que ce travail sur comment le franco-allemand peut avoir cette transition écologique, être un moteur de cette transition écologique, c'était quelque chose qui me semblait évident, qui appelle une réponse européenne. Et puis il y avait le contexte de la présidence française, le contexte de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc comme l'a rappelé Hugo, nous sommes ici en conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire que les conclusions, les idées, les échanges seront transmis dans la grande base de données de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et c'est pour ça aussi que c'était important pour moi que cela se passe avec tous les concitoyens qui sont inscrits. Je crois que vous êtes plus de 200 à vous être inscrits, ce qui est important. Voilà, Hugo, ce que je voulais dire en introduction. Je te repasse la parole. Eh bien, alors on va entrer dans le vif du sujet avec notre premier thème, qui est celui des mix énergétiques en Europe et de l'organisation des opérateurs en Europe. Alors concrètement, on l'a dit, on le dit en introduction et on peut le redire, la transition écologique est devenue une priorité et une nécessité dans un futur très proche. Dans le contexte de la guerre ou non, la question de la transition écologique est un enjeu majeur. On a des objectifs européens en la matière et des antagonismes entre la France et l'Allemagne, notamment souvent sur le nucléaire. Alors, la question, et d'autant plus avec l'augmentation des prix de l'énergie, la question de l'indépendance du gaz russe, qui est une question brûlante d'actualité, quels sont les enjeux que vous identifiez quant au mix énergétique en Europe, et notamment face aux questions d'actualité? Peut-être Madame Brantner d'abord. Oui, je pense que ceux qui me connaissent un peu, Frédéric, tu me connais, je me suis battue depuis très longtemps contre la dépendance trop grande de l'Allemagne de la Russie. J'étais une qui s'était opposée au projet de Nord Stream 2 depuis le début, pour des raisons environnementales, mais aussi surtout géopolitiques et de sécurité. Et je sais que j'ai été à l'époque en politique allemande, on rigolait plutôt et on disait ah oui, non, mais M. Poutine, il a toujours été correct, il a toujours livré le gaz, il n'a aucun souci, Mme Brantner. Et moi, j'ai dit ah, n'entrons pas dans une dépendance trop grande. Et on voit très bien le prix que nous payons en tant qu'Allemagne en ce moment pour notre dépendance qui est trop élevée du gaz. D'ailleurs aussi du pétrole, du charbon russe. C'est pas facile d'en sortir très rapidement. Et le gaz, nous l'utilisons en Allemagne surtout pour le chauffage et l'industrie. Et les chauffages, on ne peut pas les remplacer d'une minute à l'autre par un chauffage d'électricité. C'est un vrai processus. Du coup, il y a ce, je veux dire, entre guillemets, faux débat qu'on remplacerait le chauffage par le gaz, demain par le nucléaire. C'est juste pas possible parce que dans les immeubles, il y a une autre infrastructure. Du coup, malheureusement, on doit le remplacer par le gaz qui vient d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous allons construire des terminaux de LNG, de liquefied gas. Et bien sûr, nous essayons de rénover et de changer
le mode de chauffage le plus vite possible. On l'avait prévu de toute façon et ainsi aussi d'aider nos entreprises à décarboniser. C'est l'industrie, c'est la chimie, etc. Du coup, nous avons aussi retrouvé en Allemagne un système où il n'y a pas de régulation des réserves de gaz. Ça peut paraître incroyable, mais en Allemagne, il n'y avait aucune régulation, aucune obligation pour que les stockages de gaz soient remplis pour l'hiver. Zéro. Et on n'a aucune compétence de l'État jusqu'à présent. Nous sommes en train d'introduire ça en ce moment au Parlement. Nous faisons tout un travail de réserve de gaz, de charbon, etc., qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Ce qui peut paraître étonnant en tant que Français, parce que nous avons tous aussi, nous ne l'avons pas. Mais bon, c'était la situation que nous avions trouvée quand nous sommes entrés au gouvernement. Nous sommes en train de rétablir à ces défauts. Et c'est un vrai travail, je peux vous dire. Je travaille jour et nuit pour ça. Et nous travaillons aussi pour une diversification dans d'autres secteurs. Je veux dire, l'hydrogène vert, il nous faut une coopération européenne. Et on voit très bien que le nucléaire est une énergie aussi dangereuse. On le voit en Ukraine ces jours-ci. Et aussi une dépendance d'importation de l'uranium et du plutonium qui vient de la Russie, du Kazakhstan ou du Mali. Je veux dire, ce sont aussi d'autres dépendances et a priori même du même pays d'exportateur que pour le gaz. Du coup, ce que nous essayons, c'est de vraiment investir dans les énergies qui nous permettent une plus grande indépendance. Je veux dire, le soleil, le vent, ils sont là pour nous tous. Et j'espère qu'on pourra avancer ensemble au niveau européen dans ces énergies-là, ainsi que dans la réduction, dans l'efficacité et dans la recherche pour de nouvelles technologies. Il y en a encore beaucoup, je pense, qui va être inventé. Et en même temps, il nous faut une infrastructure commune européenne et d'investir davantage dans une infrastructure commune et dans la recherche pour la décarbonisation de notre industrie. Et j'espère qu'on ira ensemble très rapidement. Nous avons établi des groupes de travail entre notre ministère de l'économie et le ministère de l'économie français avec le ministère de Le Maire sur les questions d'énergie, de l'infrastructure énergétique en Europe entre l'Allemagne et la France, l'Espagne, etc. Du coup, on travaille vraiment les questions qui sont peut-être difficiles, mais pour les surmonter, on travaille ensemble sur l'hydrogène. Et je pense que c'est bien qu'on se met concrètement et qu'on abandonne les clivages ou les différences qui existent depuis toujours et probablement ils resteront. Ça ne nous bloque pas pour travailler sur les sujets où on a des intérêts communs et qui sont quand même très, très vastes et importants. Alors, je vois déjà qu'il y a pas mal de réactions dans le chat. Peut-être qu'on va lancer, juste avant de vous donner la parole, monsieur le député, un premier sondage. Première question, quelles sources d'énergie vous paraissent indispensables pour favoriser la transition écologique de l'Europe? Vous avez plusieurs réponses possibles. Normalement, le sondage va s'afficher directement sur votre écran. Et ensuite, j'ai demandé à Frédéric Petit de répondre aussi à sa manière à la question et on pourra… Très bien. Quelques questions du chat. Alors, la question, c'est quelle transition écologique en Europe? Je crois que je le dis moi depuis 4 ans et beaucoup de ceux qui sont en discussion avec moi, et c'est confirmé par ce que vient de dire Francisca. Je crois on fait une différence et on fait une erreur en considérant que une fois qu'on a parlé du mix, on a réglé le problème. L'énergie, c'est un problème d'abord d'infrastructure. C'est ce que vient de dire Francisca quand elle dit on ne peut pas changer le chauffage des immeubles allemands en 2 minutes. Voilà. Et moi, je prétends que des urgences en Europe, le pas qu'il faut faire maintenant parce qu'on est capable de le faire, mais qu'on ne le fait pas pour des problèmes techniques, mais pour des problèmes politiques, des problèmes économiques, c'est la gestion commune des réseaux électriques.
Ça me paraît quelque chose qui est possible, qui est fondamental, qui est d'ailleurs les entreprises font parce qu'elles en ont besoin pour pas tomber, pour pas que quand il y a un coup de vent en Allemagne du Nord, on tombe en panne en Europe. Mais ils le font à 24 heures. Il faut le faire à 1/50 de seconde. Ça, c'est le premier élément. Je prends, ça, c'est un pas. Je me bats depuis longtemps pour qu'on aborde ce sujet. Les entreprises nationales sont très frileuses parce que on ne se rend pas compte de l'enjeu de maintenir le réseau électrique vivant à chaque 50e de seconde. Donc elles veulent pas, elles disent nous on sait faire, eux ils savent peut-être pas faire, mais c'est pas uniquement des interconnexions, c'est une gestion commune avec des investissements pendant 3 ans, de façon à faire cette infrastructure. Il faudrait faire la même chose pour le gaz, il faudrait faire la même chose dans des tas d'endroits pour la chaleur, puisque j'ai vu passer une question sur la géothermie. La géothermie c'est bien joli, mais la géothermie c'est 30 degrés. On peut chauffer de l'eau à 30-35 degrés. Ce sont de grandes masses, ça fait beaucoup d'énergie, mais c'est pas très chaud. Donc on peut pas l'utiliser, on peut pas faire de l'électricité directement avec de la géothermie. Donc il faut développer des réseaux en européen, non seulement en infrastructure, mais en gestion des infrastructures. Ça, pour moi, c'est la priorité des priorités. Après, sur les mix, quels sont les mix, quels sont les bons mix? Moi, je crois que il faut faire la différence entre avant 2050 et après 2050. Jusqu'à 2050, exactement comme vient de le dire Francisca, et on sait que on se retrouve là-dessus, nous sommes dans la transition. Donc il ne faut pas décider qu'on va du jour au lendemain dire à des gens qui sont méchants ou à des gens qui sont gentils. Il faut poser des pas pour aller vers un idéal. Et comme l'a dit encore une fois Francisca, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas encore, qu'on ne sait pas faire. Par exemple, aujourd'hui, du soleil, de l'énergie solaire de puissance, on ne sait pas faire. On sait faire de l'énergie solaire, mais on ne sait pas faire de l'énergie solaire de puissance, à part à charger des batteries en avance, etc. Donc, toutes ces choses-là, on a du nucléaire qu'on appelle du nucléaire à puissance atmosphérique qui est beaucoup moins dangereux et qui se fait avec du thorium. On a des petits laboratoires qui travaillent là-dessus. Il faut faire énormément de recherches. Mais pendant ce temps-là, il faudra bien chauffer les gens, il faudra bien continuer. Donc, il faut savoir faire la différence dans un management de changement. On fait la différence entre ce qui est de l'ordre du management du changement et ce qui est de l'ordre de l'objectif. Donc, si on pose bien l'objectif à 2050, si toutes les sociétés, tous les politiques arrivent à intégrer l'objectif de 2050, nous pourrons alors nous mettre d'accord plus facilement sur des transitions, sur de dire, bah, oui, c'est vrai que, je veux dire, en Pologne, si vous enlèvez le charbon demain matin, on gèle. Voilà, donc il faut bien adapter. Et moi, je suis persuadé que les mix peuvent rester, les mix de production, hein, peuvent rester quelque chose de local. Voilà, on fait plus d'hydraulique en France parce qu'on a les Alpes. Voilà, on fera pas d'hydraulique à Varsovie, hein, c'est la plaine. Voilà, donc vont être des histoires de territoire, et que ce qui est important, c'est d'avoir des infrastructures et une planification, une gestion commune de toutes ces infrastructures. Alors, effectivement, on a un petit problème avec le sondage. Vous voyez des messages, on n'arrive pas à le lancer. Donc, je vous redis dès qu'on peut lancer le sondage. Et je relève des questions là dans le chat, notamment peut-être pour Madame Brantner, concernant il y en a plein. Oui, il y en a plein, mais j'essaye de sélectionner un peu. Je les ai regroupés en deux. D'abord, sur l'isolement et peut-être une question sur le nucléaire. Je crois que c'est des questions qui intéressent beaucoup. Peut-être sur l'isolation des logements, est-ce qu'en Allemagne, il est prévu ou il est déjà en place des plans spécifiques sur l'isolation des logements? Oui, tout à fait. Il y a aussi cette question sur les pompes à chaleur. Oui, évidemment, nous avons déjà des programmes en place pour remplacer pour quand on achète un nouveau chauffage, une incitation financière à acheter une pompe à chaleur. Et on vient de négocier au sein du gouvernement pour avoir plus d'argent pour subventionner les pompes à chaleur. Du coup, tout à fait, on le fait. Mais vous savez, la question, c'est même pas juste l'argent, mais c'est la capacité des Handwerker, comme on dit Frédéric, les artisans. Les artisans, de les mettre en place. C'est un vrai défi de ressources humaines plus que de soutien financier. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vraiment, c'est pareil d'ailleurs pour la question de l'isolation des bâtiments. Nous avons donné encore une forte incitation financière et là, pareil, l'obstacle, c'est la main-d'œuvre. Ce sont les artisans. Et on va lancer une campagne
pour que les jeunes vont aller faire un apprentissage dans ces secteurs-là. Parce que sans plus de main-d'œuvre dans ces secteurs-là, on aura du mal à accélérer le remplacement dans ce secteur. Deuxièmement, est-ce que la Russie a toujours livré? Oui, mais elle a beaucoup moins livré depuis octobre dernier, environ un tiers de moins. Et c'est ceci qui a augmenté le prix depuis octobre très fortement, ce qui a rempli, je veux dire, les caisses pour financer la guerre. Et le 24 février, le jour de l'invasion, le montant de gaz est allé au niveau avant octobre. Ce qui est incroyable, je veux dire, le jour où l'invasion a commencé, le gaz a de nouveau passé l'Ukraine, etc. Et du coup, c'est une arme pour Poutine, le gaz. Et il faut l'admettre. Et du coup, c'est pour ça que nous essayons de devenir plus indépendants de ce gaz. Est-ce que c'est remplacé par le gaz de schiste? Non. On a fait un contrat avec le Qatar. Du coup, c'est pas le gaz de schiste, c'est surtout le gaz du Qatar et d'autres régions. Oui, nous allons aussi dans la géothermie, bien sûr. On essaye tout, mais ça n'aidera pas. C'est une des pistes qu'on explore évidemment. Sur les questions sur les métaux nécessaires pour les énergies renouvelables, tout à fait, vous avez raison. Il en faut beaucoup. Il y en a une partie qui est en Chine, en Chili, en Afrique du Sud, en Australie, etc., au Canada. Il y en a aussi quelques-uns chez nous et il y en a dans les gisements. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous sommes très, très moyens, même presque nuls, encore en recyclage. Frédéric, quand on regarde les chiffres, quel pourcentage nous recyclons, nous avons encore un vrai chemin à faire. Ça ne valait pas la peine financièrement jusqu'à présent. C'était moins cher d'importer que de recycler. Mais je pense avec C'est bon. C'est bon. N'est pas mis. Que nous devons aller dans la question de l'approvisionnement dans les pays tiers, le recyclage, le gisement responsable chez nous et la recherche pour la substitution. Du coup, ce sont 4 pistes qu'il faut prendre en même temps. Et j'espère, d'ailleurs, on a aussi sur cette question-là un groupe de travail avec la France, justement pour avancer dans l'approvisionnement ou la question des matières premières, les métaux surtout. Et ça, c'est un vrai travail. Pardon. Alors, je crois que les sondages sont revenus. Alors, on va peut-être revenir sur soit on reprend la première question qui était: quelles sources d'énergie vous paraissent indispensables pour favoriser la transition écologique en Europe? Je crois qu'il y avait beaucoup de réactions là-dessus. Peut-être que ça peut être une question intéressante pour commencer le sondage. Donc là, normalement, il va s'afficher sur votre écran. Vous avez plusieurs réponses possibles et dès que vous avez coché une case, vous pouvez le soumettre. En attendant, je vous laisse évidemment, vous avez tout le temps pour y répondre. Simplement pour peut-être avancer sur la discussion et explorer d'autres questions dans notre thème, celui du coût social et économique de la transition. Dans les questions, dans le chat, on voit bien que le lien, c'est par rapport à nos habitudes, c'est par rapport à notre façon de consommer, de nous chauffer, de nous déplacer. Et on le voit ces derniers jours, les coûts notamment des carburants ont énormément augmenté. Donc la question, c'est de savoir sur qui va peser le coût de la transition écologique. Souvent, c'est un argument de ceux qui sont contre pour dire que ça ne pèse toujours sur les mêmes. Alors justement, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Quel est le rôle que l'État peut jouer pour supporter et pour aider dans la transition écologique? On a parlé de l'isolation, mais il y a d'autres moyens dans lesquels l'État peut aider. Quelle est votre position sur la question? Peut-être Madame Brantner.
Ou Monsieur Moi, je Petit. pense que, je ne sais pas, Frédéric, tu veux commencer? Je viens de parler, du coup, peut-être toi et Ben, après tu reprends. oui, voilà, je vais être court parce que tu auras moins de temps, donc je reprendrai la parole quand tu seras parti un peu avant moi. Oui, alors sur le coup, je vais juste faire une remarque. C'est exactement ce que je dis quand je parle de transition. Vous savez, en blaguant, je dis on a un ministère en France qui n'a aucun spécialiste de son domaine. Parce qu'on a un ministère de la transition écologique où il n'y a aucun spécialiste de la transition. On a des spécialistes de l'écologie, de l'énergie, de l'agriculture, etc. La transition, c'est le social aussi. C'est-à-dire, c'est dire à des gens, vous devez installer votre pompe à chaleur. On a parlé évidemment du manque d'artisans, mais il faut aussi parler de l'investissement. Qui c'est qui paye? Qui c'est qui refait mon appartement? Qui c'est qui recycle l'ancienne installation? Et tout ça, ça prend du temps, c'est d'autres équilibres. La mobilité, c'est pareil. On est dans un monde, dans des habitudes qu'il faut changer. Il faut savoir quelle est la mobilité que je me paye, quelle est la mobilité qui est collective parce qu'elle est indispensable, donc qui peut être plus électrifiée parce qu'elle est en ville et qu'elle me sert à travailler, quelle est la mobilité qui est moins indispensable, où je peux payer, où je peux faire autre chose. Tout ça, ce sont des habitudes à changer. Dans une entreprise de 2000 personnes, comme ça m'est arrivé dans ma vie, on veut changer un système, on prend un an et demi, et on recrute quelqu'un pour le faire, qui va poser des questions, qui va voir, qui va planifier. Et là, on veut changer 500 millions les habitudes de 500 millions de personnes qui parlent 24 langues, et on a l'impression qu'on va le faire en décidant du jour au lendemain des choses en 3 phrases. Cette transition, cette idée de transition, il y a le social dedans. Ça accompagne pour que ça soit pas trop dur. À la COP de Katowice, c'est pas un hasard, c'était en Pologne, on a apporté dans l'idée du changement climatique, on a adopté le problème, la notion de fair transition, la transition juste. Parce qu'il y a des pays qui disaient, bah écoutez, vous êtes bien gentils, mais nous, ça va être plus dur que vous dans ce domaine-là, plus facile dans ce domaine-là. Ça fait partie de la transition à organiser, de prendre le temps. Si on vise 2050, on y arrive. Alors, Madame Brandner, j'ajouterais juste à la question que vous avez peut-être vue dans le chat, qui peut être une question intéressante sur la question de la limitation sur les autoroutes allemandes. On sait que dans beaucoup de portions en Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse, en fait, une limite minimum, mais souvent pas de limite de vitesse. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Et puis, globalement, évidemment, sur la question dont on vient de parler. Moi, je suis tout à fait en faveur. Et on s'est battu comme parti vert en Allemagne pour ça depuis, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, depuis qu'on existe. Mais c'est le parti libéral en Allemagne, le FDP, qui s'y oppose complètement. Moi, sérieusement, je ne comprends plus pourquoi, mais bon, c'est un no-go pour le parti du FDP de mettre un speed limit, une réduction de la vitesse à 130 sur les autoroutes. Je veux dire, c'est presque tout le monde qui a, sauf l'Allemagne. Et surtout, pour moi, un argument qui n'a pas été mentionné dans le chat, mais qui est important pour moi, c'est aussi une réduction des morts sur la route, qui est évident quand on compare les chiffres. Mais bon, c'est en temps de guerre, on peut tout faire, oui, je sais, mais même ça, même pas. Alors, ne croyez pas qu'on n'y a pas pensé, mais bon, il y a des choses qui ne changent même pas en temps de guerre. Si vous limitez la vitesse sur l'autoroute aux Allemands, c'est peut-être la plus grande guerre. Non, je rigole, mais c'est vraiment, ça devient, pour moi, j'ai du mal à le comprendre, mais bon. Sur la question du... Mais on a jusqu'à 2050 pour le changer. Tu sais, Frédéric, moi je dis finalement, on aura la limitation de la vitesse avec les voitures électriques parce que de toute façon, les voitures électriques roulent plus ou moins à cette vitesse-là. Comme ça, une fois qu'on aura remplacé les voitures, on aura de fait une limitation de vitesse. Bon, passons au sujet du social. Je pense que c'est très important. Qu'on accompagne toute mesure vraiment socialement. Et en ce moment, la flambée des prix, bien sûr, ce n'est pas la protection du climat, mais c'est la guerre en Ukraine. Et je pense que la Commission a proposé deux
pistes qui sont bien à suivre ce mardi. La première, c'est celle qui a choisi la France, l'Espagne, etc. C'est de mettre un cap au prix. Et puis, c'est l'État qui rembourse ou qui complémente ce qui est qui va plus loin. La deuxième proposition de la Commission, c'est l'idée de dire il y a des entreprises, des acteurs qui gagnent énormément d'argent en ce moment avec tous ces prix et cette flambée de prix. Ils ne gagnent pas cet argent parce qu'ils ont une très, très bonne idée de business, parce qu'ils ont été très efficaces, parce qu'ils sont vraiment allés, parce qu'ils ont pris un très grand risque, mais parce qu'il y a la guerre. Et du coup, pourquoi on ne fait pas une surtaxation sur les gagnés de la guerre? Et c'est un windfall profit tax. Et moi, je pense qu'il faut aller dans cette direction de dire ceux qui bénéficient en ce moment de la guerre par les prix très élevés, mais ils doivent donner plus de cet argent à l'État qui peut le redistribuer aux citoyens et aux entreprises. C'est ça ce qu'on va essayer de faire en Allemagne, parce que nous pensons que le modèle français, finalement, la société paye deux fois. Elle paye avec les prix élevés et elle paye parce que l'État doit financer la différence avec l'argent public, des dettes, l'argent du contribuable. Du coup, nous essayons de trouver en Allemagne un moyen de réguler le prix par cette taxe, windfall profit tax. Je ne sais pas comment on dit correctement en français, mais c'est une idée de ne pas permettre à les citoyens de bénéficier de la guerre au détriment des citoyens. Et nous, en Allemagne, on aimerait bien établir un revenu énergétique minimum et de prendre les recettes de cette taxe et après de la taxe CO2 pour un revenu minimum énergétique aux citoyens. C'est ça ce que nous sommes en train de développer en ce moment. Taxe sur les profits de guerre, exactement. C'est ça un peu l'idée. Alors justement, on va lancer… Oui, c'est ce qu'on appelle… Allez-y, allez-y, monsieur le député, allez-y. Oui, alors, je trouve l'idée intéressante. Alors, la réaction française, quand tu as dit un cap, etc., ça a été une réaction immédiate sociale, forcément. L'idée, ce que tu décris, c'est ce que nous avons en France, qu'on appelle les taxes fléchées, les impôts fléchés. Il faut que tu allumes ton micro, Francisca, si tu me parles. Non, j'ai rien dit, j'écoute. Peut-être que c'est pas… Il y a un décalage. D'accord. C'est pour ça. D'accord. Ok. C'est ce qu'on appelle les impôts fléchés, c'est-à-dire on l'a dans l'énergie d'ailleurs. On a une des taxes sur l'énergie qui est fléchée pour l'environnement déjà. Effectivement, on est plusieurs à penser, en particulier dans mon parti le MoDem, qu'il devrait y avoir une taxe fléchée sur la répartition à la tête pour un certain nombre de dépenses indispensables qui pourraient être l'énergie. C'est une réflexion qui sera plus longue en France, peut-être qu'en Allemagne, à cause de nos habitudes d'impôts qui sont généralement en France on n'aime pas trop les impôts fléchés de tradition, mais je crois qu'il faudra qu'on arrive à des impôts fléchés de ce genre-là pour que les choses se financent là où avec la richesse qui vient logiquement de là où elle doit venir. Ça me paraît des idées très intéressantes qu'on sait faire en France et je crois qu'ils vont se développer. Alors, peut-être une question pour vous, monsieur le député, que j'ai relevée dans le chat, quand vous parliez notamment de cette question des experts au ministère de la Transition écologique. Il y avait une question qui concernait la fusion du commissariat au plan et du ministère de la Transition écologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Une question piège, ça. Ah oui, en plus, oui. Je trouve que c'est deux choses différentes. Je trouve que c'est deux choses différentes. Le ministère de la Transition écologique, c'est un ministère qui doit conduire une transition avec 67 millions de personnes et en lien et coordonné avec 500 millions d'habitants. Voilà, le commissariat au plan, c'est quelqu'un qui inscrit un certain nombre d'objectifs, qui définit un certain nombre d'objectifs à long terme dans des domaines qui sont des domaines différents, des domaines très divers, qu'il n'y a pas que l'énergie dans le commissariat au plan. Il y a des tas d'autres domaines, il y a la santé, il y a un certain nombre de choses qui essayent de mener de front
une espèce de vue de la société à 2030, à 2050. Donc, ça serait pas, non, je pense que ça serait pas très logique. Effectivement, le commissariat au plan est un outil de transition. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas pour ça que le ministère de la Transition écologique doit être intégré au commissariat au plan. Alors, peut-être qu'on peut soit avoir le résultat du premier sondage, soit peut-être partir sur la deuxième question qui serait une réaction à tout ce qu'on vient de dire, à savoir, vous paraît-il normal que des citoyens ou les consommateurs d'énergie en général payent plus cher pour avoir une énergie plus propre? C'est une question vraiment intéressante. Euh, alors, je ne sais pas ce qui s'affiche. Ah, je sais. Je pense que Francesca est en train de nous a prévenu. Hein. Je préviens tout Oui, le oui, monde. c'est ça. Francesca est simplement On est en en train de, train, voilà, voilà, on est en train de justement, elle est en train de changer de support. Donc, justement, de changer. on peut parler voilà, de la réponse à la question 1 du thème 1. Quelles sources d'énergie vous paraissent indispensables pour favoriser la transition écologique en Europe? Et visiblement, à 89%, vous penchez pour le solaire et l'éolien. Euh, Peut-être là-dessus, monsieur le député. Alors, je vais commenter ça. Oui, Oui, je c'est vais ça. commenter. Ça, c'est des choses que les gens qui me connaissent depuis 4 ans connaissent bien. Voilà, il y a un problème avec le solaire et l'éolien. Il faut continuer à faire de la recherche. Peut-être maintenant, avec l'éolien plus l'hydrogène, on commence à entrevoir des solutions. C'est un problème de puissance. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent que quand il s'agit d'énergie qu'on transforme en électricité, ce qu'on veut faire pour qu'elle soit distribuée le plus facilement et le plus rapidement possible, on a parfois besoin de puissance. Et une puissance, c'est donner au consommateur une disponibilité d'une très grande quantité d'énergie en un très court laps de temps, parce qu'il a besoin d'enfoncer des casseroles, parce que c'est un fabricant de casseroles, parce que le TGV a besoin de sortir de la gare de Lyon. Il faut donner énormément d'énergie en une fraction de seconde. Et ça, on peut le faire avec ce qu'on appelle les énergies pilotables, c'est-à-dire des grosses turbines dans l'état actuel de la connaissance, donc qui peut être de l'hydraulique de force ou du nucléaire, ou de chaque fois qu'on a une grosse chaudière, une turbine. Et on ne sait pas encore bien le faire quand on est uniquement sur de l'éolien et encore moins sur du solaire. Donc on a besoin de chercher et de mettre en commun surtout. C'est-à-dire que ce problème du pilotable, de la partie pilotable, devient beaucoup plus facile à gérer une fois que le réseau s'étend. C'est-à-dire que si on gère, comme je le disais en introduction, si on avait un réseau électrique européen qui soit aussi intelligent que le réseau électrique français ou que le réseau électrique polonais, mais pas comme le réseau électrique allemand qui est un réseau électrique extrêmement haché avec des tas de gestionnaires partout, eh bien on aurait cet effet de foisonnement serait plus grand et on aurait moins besoin peut-être peut-être l'un des pays aurait moins besoin d'avoir des grosses turbines et pourrait avoir plus de renouvelables ou plus de solaire ou plus d'éolien qu'un pays où il y aurait traditionnellement plus de pilotables parce qu'il serait sur le même réseau qui serait géré à un cinquantième de seconde en même temps. Donc cette notion de mixte et de quel est le meilleur mixte est indissociable de la question de quelle est l'unité de réseau qui est gérée toutes les secondes en même temps. Voilà, sinon je suis à peu près d'accord avec ce qui est dit, c'est à peu près ce que j'ai coché moi-même. Alors, peut-être qu'on peut lancer du coup la deuxième question qui fait suite à l'échange qu'on vient d'avoir. Comme je le disais, est-ce qu'il vous paraît normal que les citoyens, les consommateurs d'énergie payent plus cher pour avoir une énergie plus propre? Donc, vous avez un choix unique cette fois-ci, avec des dégradés, oui, plutôt non ou non. Donc, pareil, le sondage reste disponible, vous y répondez et on va peut-être, en attendant les réponses, enchaîner sur un sujet qui, je crois, vous tient à cœur, monsieur le député, celui des mobilités dans la transition. Alors, on parle de mobilité sur des longues distances, sur des trajets du quotidien, évidemment aussi, donc la question des transports en commun, des mobilités douces. Quelle est l'ampleur du travail qui reste à faire en Europe, parce qu'on essaye d'avoir ce regard européen, quelle est l'ampleur du travail qui reste à faire en Europe pour relier les pays entre eux, mais pour avoir aussi une infrastructure globale qui puisse soutenir tout ça. Je fais un lien avec une question dans le chat que je vais peut-être retrouver directement.
qui était, voilà, alors bon, ça concerne l'Allemagne, mais peut-être, monsieur le député, vous pouvez répondre aussi sur le côté français. Est-ce qu'on a une stratégie de soutien du secteur ferroviaire qui est suffisant et qui pourrait compenser la non-utilisation de la voiture et donc contrer les prix du carburant? Alors, la stratégie de soutien n'est pas suffisante, elle est en route. La prise de conscience est faite sur le ferroviaire, donc je réponds tout de suite à cette question. Après, sur les mobilités, je voudrais déjà effacer, peut-être enlever et mettre de côté un malentendu. Je pense, contrairement à ce que disent certains qui disent on n'a pas besoin de faire du tourisme, on fait trop de tourisme, on se déplace trop. Moi, je pense que l'homme a besoin de se déplacer parce qu'il a besoin de rencontrer l'autre. Voilà. Je crois que on ne peut pas imaginer un monde, certains des décroissants, hein, voilà. J'y crois pas trop à ça. Moi, je crois que l'homme aura toujours envie d'aller voir si le soleil est plus chaud ailleurs et comment parlent les gens et apprendre de nouvelles langues. On a besoin d'échanges. Et je trouve que le fait de dire cette espèce de simplification et de culpabilisation des gens qui voyagent beaucoup, je trouve ça, c'est pas mon truc, quoi. Voilà. Faut le dire tout simplement, c'est pas mon truc. Donc, je voudrais bien mettre ça comme fond. Par contre, il faut être responsable. Et je crois que la responsabilité du citoyen est une donnée fondamentale dans ces déplacements. Moi, j'essaie de faire attention, bien que je sois obligé de me déplacer beaucoup, j'essaie d'éviter de prendre l'avion et j'y arrive pas trop mal, bien que j'ai une grande circonscription, pas très bien équipée encore. Je crois que la mobilité en ville, c'est quelque chose où le citoyen maintenant doit prendre sa place. Je pense que les villes font beaucoup d'efforts. Voilà, je pense que le citoyen peut prendre sa place, peut prendre le vélo même quand il fait un peu froid. On fait des vélos depuis où on peut mettre ses gamins, etc. Je crois que là, il y a une notion. Je dis souvent que les politiques publiques du XXIe siècle, c'est pas uniquement le problème de l'État. Et sinon, on va faire un monde où il y aura d'un côté des gilets jaunes et de l'autre côté des décideurs. Non, il faut que les politiques publiques soient portées par tout le monde. Il suffit pas qu'une mairie décide de faire des kilomètres de pistes cyclables et des vélos gratuits. Il faut que les gens s'y mettent. Et ça prend du temps, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas le lundi matin, tout le monde change. Donc, ces mobilités en ville et ces mobilités, grande mobilité, il y a une notion de responsabilité du citoyen qui prend du temps. Et il ne faut pas culpabiliser les gens. Les gens, ils prennent du temps à changer, ils prennent du temps à changer leurs habitudes, et c'est normal. Après, sur l'infrastructure ferroviaire européenne, je suis moi extrêmement grand partisan des infrastructures, du développement et de l'investissement dans les infrastructures ferroviaires. Je ne sais pas si Francisca est déjà revenue. Oui, je suis là. Eh bien, alors tu vas développer ce qui nous tient à cœur et que nous avons voté ensemble dans l'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui est par exemple le Berlin-Paris. Berlin-Paris, c'est exactement. Ça serait vraiment nécessaire. Moi, je pense, comme tu le dis, ce sont les. Moi, de temps en temps, ça me rend un peu triste qu'on avait, il y a 20 ans, un réseau de trains de nuit en Europe qui existait, où on pouvait aller en train de nuit de Paris à Berlin, de Berlin de Varsovie à Bruxelles. De Varsovie à Bruxelles. Je m'en souviens. Il y avait un vrai réseau. Moi, quand j'étais jeune, je faisais mes voyages. Il n'y avait pas EasyJet. Je faisais mes voyages en train de nuit. Et je sais que ça a été coupé aussi du côté allemand parce qu'on disait qu'il n'y aura plus personne dans ce monde qui veut voyager avec les trains de nuit. Et maintenant, on recommence lentement à rétablir un réseau des trains de nuit. C'est d'ailleurs l'Autriche qui a commencé à le faire, heureusement, les trains autrichiens, et qui le font qui ne sont pas au négatif avec cette exploitation. Et pas du tout, voilà. Mais on nous racontait, je me souviens très bien, j'ai posé beaucoup de questions au Parlement national en Allemagne, au ministère des Transports, pourquoi on a arrêté les trains de nuit, et la réponse c'était parce que c'est un business négatif, on ne fait que s'endetter, alors qu'apparemment les Autrichiens, ils y arrivent. Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il faudra vraiment, c'est une question où il ne nous faut aucune recherche, Frédéric. C'est une technologie qui existe. Il faut juste la volonté politique d'y aller. Oui, et puis,
Ouais. Alors, une remarque là-dessus, Francesca, moi je rajoute aussi, il faut une volonté politique et il faut aussi comment dire, il faut mettre l'imagination au pouvoir parce que le train de nuit, c'est très agréable. Alors, je dis quand même, quelqu'un m'a parlé, j'ai vu passer une question sur les investissements ferroviaires. Pour les trains de nuit, on a un petit goulot d'étranglement aujourd'hui dans les investissements, c'est les wagons. Mm. Parce que mettre des wagons de nuit confortables, ça prend du temps et les usines ne se mettent à les faire qu'à partir du moment où ils ont des grandes quantités. On fait pas de 3 wagons. Hein. Et donc, on a un petit goulot d'étranglement où il faut mettre de l'argent public pour lancer la machine, pour qu'on ait des wagons de train de nuit suffisamment pour ouvrir les lignes. Et puis, la deuxième chose, c'est il y a une notion de service complet. C'est-à-dire que, moi, par exemple, j'aimerais bien pouvoir mettre mon vélo dans un train de nuit. Et ça, je peux pas faire encore. Ou alors d'avoir un couplage train de nuit, voiture louée à l'arrivée. Hein, toutes ces choses-là, on a peu d'entreprises qui le prennent en compte, ou les horaires, il faut bien travailler les horaires. Si je prends un train de nuit, j'aime bien pouvoir partir vers 10h, 22h, faut pas partir à 19h, parce que sinon ça me casse ma soirée. Si je suis dans une ville, je peux faire encore une réunion et je peux partir après. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses où il faut que qu'on n'ait pas une réponse automatique, bureaucratique, de dire il y a un train de nuit, il part à 19h, etc. Et on dit mais attendez, c'est tout bête, il suffit de changer ça, il sera très utile, alors que si vous faites ça, on va pas le prendre. Voilà, donc on a un peu besoin de ça, on a besoin de wagons, mais effectivement, j'espère que dans 10 ans, on pourra aller partout en train de nuit de façon facile, confortable. C'est très confortable, les trains de nuit autrichiens sont très confortables, et il faut vraiment développer ça et le pousser. Et alors, mais là-dessus, on est tous d'accord. Au-delà du train de nuit, moi j'avais une question peut-être à Madame Brantner directement sur l'infrastructure à grande vitesse en Allemagne. Alors on sait qu'en France, l'infrastructure à grande vitesse est très centralisée depuis Paris et en étoile, mais par exemple moi qui ai vécu en Allemagne, quand on devait faire Cologne-Berlin, la ligne est effectivement dite à grande vitesse, enfin c'est un ICE, mais le train ne va pas à grande vitesse sur tout le tronçon. Quelles sont les priorités du gouvernement? Pendant la campagne, il y avait beaucoup d'enjeux autour de la construction des lignes ferroviaires, parce que finalement, c'est beaucoup plus rapide d'aller de Cologne à Berlin en avion, sachant que Cologne est aussi un nœud ferroviaire en venant de France. Donc, par exemple, le Paris-Berlin passe aussi par là, il peut passer par Francfort, mais quelle est la solution qu'on peut avoir en Allemagne sur les lignes à grande vitesse? Tout à fait. D'ailleurs, je passe toujours par Francfort. Le Paris-Berlin, c'est plus facile par Francfort que Cologne et aussi moins cher. Mais bon, c'est une autre question. Mais on a un vrai souci en Allemagne que nous avons construit un réseau qui est moins centralisé que le réseau français. C'est aussi lié à notre structure. Nous n'avons pas un centre comme Paris d'où partout. Du coup, il y a une différence, pas seulement géographique, mais je veux dire de notre État fédéral qui demande aussi à ce qu'il y ait plus de centres qui sont ralliés entre eux. Mais quand même, nous sommes en train de pousser et de mettre l'argent pour des vrais réseaux de grande vitesse. Par exemple, nous avons réussi maintenant à mettre un autre paquet pour Cologne et Berlin pour vraiment faciliter et aussi du nord au sud. Il manque quelques pistes, par exemple autour de Mannheim, etc., pour avancer beaucoup plus rapidement, etc. Parce que souvent, il y a aussi des retards qui interviennent. C'est compliqué le réseau allemand. Et on paye en ce moment le prix de l'erreur à l'époque de vouloir privatiser et d'amener à la bourse la Deutsche Bahn. Dans cette phase-là, on avait tiré beaucoup de liquidités de la Deutsche Bahn. On n'a pas investi dans le réseau, dans les wagons, etc. Du coup, on est dans une phase de rattrapage en Allemagne pour le secteur ferroviaire. Et on espère de pouvoir rattraper rapidement, mais c'est vrai que c'est ni bon marché, ni facile parce qu'on a beaucoup de sites de construction en même temps, en parallèle, ce qui ralentit pour le moment encore les trains. Oui, je vais rajouter juste 2 remarques là-dessus. Oui. D'une part,
je suis moi pour la séparation des trois métiers du ferroviaire. Il y a trois métiers dans le ferroviaire. Il y a l'investissement dans les rails et les wagons. Il y a deuxièmement le service. Quel service je fais? Et il y a troisièmement la distribution du billet, qu'on oublie toujours. Les compagnies ferroviaires sont aujourd'hui de facto hors la loi, puisqu'elles ne sont pas dans le métier des agences de voyage. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'arrive de payer 2 fois mon billet quand je change de frontière, par exemple. Bon, il faut, le troisième métier, c'est facile, il faut qu'ils se mettent d'accord. Le deuxième métier, on comprend bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Le premier métier, 100% d'accord avec ce que vient de dire Francesca, c'est de l'investissement public. Sinon, ça ne se fera pas. Sinon, on aura 25 lignes entre Berlin et Paris, et on aura 0 ligne pour faire Berlin-Varsovie. Donc ça, c'est clair. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'investissement dans les lignes allemandes, si on est européen, ça doit être financé par l'Europe. De même que la rénovation des réseaux électriques allemands. Même s'ils sont plus riches que les autres pays, même si on a l'habitude que les Allemands ils se débrouillent chez eux, ça bloque tout le monde. C'est-à-dire que tant que l'Allemagne n'aura pas fini son Cologne-Berlin, on ne fera jamais Paris-Varsovie. Donc, même si c'est un pays riche, même si c'est un pays qui a l'habitude, etc., il faut qu'on fasse comprendre que c'est un sujet européen. Et de mettre un réseau en boucle électrique bouclé en Allemagne pour pouvoir vraiment le gérer et pour répondre aux problèmes qu'on a au risque de blackout en Europe, c'est un problème européen, même si c'est sur le sol allemand. Et ça, c'est un changement de mentalité sur qu'est-ce que c'est l'Europe, y compris pour les Allemands, mais y compris pour les autres pays qui doivent comprendre que peut-être qu'on va pas attendre une décision plus ou moins du FDP, d'accord, pas d'accord, pour avoir un train européen qui marche. Alors, merci pour la réaction. Je vais juste revenir vers Franziska Brantner parce que je sais que vous allez devoir bientôt y aller. Et justement, je vais vous laisser la possibilité de conclure avec peut-être une question qui vous lancera et qui résumera un peu la conférence d'aujourd'hui. Est-ce que malgré nos différences, notamment de mix énergétique entre la France et l'Allemagne, est-ce que ces deux pays peuvent être les leaders de la transition énergétique en Europe? Oui, moi je pense que c'est le moment de prendre la hauteur et de travailler dans la décarbonisation ensemble de l'industrie, du transport, de la production de l'énergie. Moi, je pense qu'on a tout à gagner, on n'a rien à perdre. On voit très bien que la route du fossile nous mène dans des dépendances des pays où on ne veut pas être dépendant. Je veux dire, à la fin, pour moi, de remplacer le gaz russe par le gaz du Qatar, ça n'a rien de bien. C'est à ce moment-là, mais à la fin, c'est vrai qu'il vaut mieux être dépendant de plusieurs, comment on dit, de plusieurs pistes, mais le mieux, ça serait d'être juste d'en avoir besoin de moins. Du coup, moi, je pense que oui, si on est vraiment à la hauteur. Et ce que dit Frédéric sur l'Allemagne, c'est vrai. J'espère tellement qu'on arrive aussi ici en Allemagne à arrêter de penser dans le court terme, de voir que déjà à mi-terme, les investissements vraiment ont un retour qui est plus élevé que l'investissement actuel. On arrive à voir que l'Europe et la souveraineté stratégique de l'Europe sont un atout pour nous et nous garantissent la paix et notre bien-être. J'espère que la guerre en ce moment, aussi terrible qu'elle soit, ait cet effet sur la politique allemande. Je l'espère. Et peut-être il faut vraiment arrêter de juste se plaindre et de continuer parce que il y a des belles occasions à prendre pour nous. Et je pense que Frédéric, vous avez une campagne électorale en France qui est difficile. Je vois avec horreur les discours de Zemmour, Le Pen, etc. Je vous dis franchement que ça m'effraie. Et j'espère qu'on arrivera à avoir d'autres discours aussi qui nous font avancer et pas faire les combats du passé. Et qu'on y arrivera ensemble en tant qu'Européens de cœur et de pensée. Et je sais que tu en fais partie, Frédéric, même si on n'est pas toujours d'accord, mais ce n'est pas grave.
Je sais Ben voilà. qu'on est honnête entre nous et qu'on essaiera toujours de trouver des bonnes solutions et des bons compromis. Et c'est ça ce qui compte, je pense. En tout cas, merci beaucoup, Franziska Brantner, d'avoir été avec nous et puis d'avoir un peu interagi avec toutes ces questions qui fusaient un peu. Et puis, malgré les Excusez-moi, parce qu'il y a un dernier commentaire là sur le Oui, nucléaire. bien sûr. Je pense que c'est vraiment pas vrai de dire qu'on sera dans la sobriété, etc., et dans la pauvreté sans le nucléaire. Nous venons de refaire un check sur le nucléaire et je vous dis que franchement, l'investissement qu'on devrait mettre est tellement élevé. Et en plus, ça ne nous aide pas parce que le problème en ce moment chez nous, c'est voilà, le remplacement du gaz. Et aussi, je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'Européens d'investir dans les technologies qui peuvent être utilisées dans le monde entier, mais vraiment dans le monde entier, dans chaque pays. Parce qu'à la fin, si on arrive, nous, en Europe, à se décarboniser, tant mieux, mais c'est que 7 à 9% des émissions mondiales. Du coup, on a la responsabilité d'investir dans les technologies qu'on peut vraiment avoir dans chaque pays. Et on voit très bien en Ukraine, on voit dans d'autres pays que ce n'est pas une technologie exportable dans le monde entier. Du coup, prenons cette responsabilité, investissons l'argent public dans les nouvelles technologies, dans la recherche, parce que je suis sûre qu'il y aura encore d'autres technologies qui vont être développées. Et je suis sûre que chacun aura participé en Europe à cette recherche et cette approche. Merci beaucoup. Il y a tout un débat. Il y a tout un débat. Je pense pas qu'on puisse interagir à ce point-là sur toutes les questions, mais voilà. J'espère que vous avez pu donner votre point de vue. Si vous avez évidemment un dernier mot, c'est avec plaisir. Sinon, peut-être, Monsieur le député, réagir là-dessus sur ce qui vient d'être dit. Oui, ben, d'abord, je vais remercier Francesca d'avoir maintenu son engagement. Ça lui ressemble de maintenir ses engagements. Je sais que tu dois partir maintenant puisque tu as une réunion de crise à 19 heures. Je sais que les Allemands, une réunion de crise à 19 heures va démarrer à 18h59. Donc, merci à toi d'être venu quand même et bon courage pour tout ce qui arrive devant nous. Merci Frédéric. Et comme tu dis, les réunions à 19h, ça commence à 18h59. Tu as tout à fait raison. Et voilà, donc... je suis désolée de devoir vous quitter plus tôt que prévu, mais nous avons une réunion sur l'Ukraine. On est en train de discuter à nouveau les questions de sanctions et les matériaux les matières premières. Matières premières. Voilà, c'est pas facile pour les entreprises et là aussi, on travaille heureusement étroitement avec la France et l'Europe pour que les sanctions heurtent Poutine et pas plus que nécessaire nos entreprises chez nous. Et voilà, du coup, c'est ça ce qu'on va travailler maintenant. Mais j'étais heureuse d'être avec vous et travailler ensemble pour la paix et valorisant ce que nous avons. C'est quand même énorme. Même si pas tout est parfait, mais moi, je suis bien contente de vivre en amitié avec la France. Eh bien, nous aussi, Francesca, on te remercie. Merci beaucoup. Je vais donc enchaîner sur plusieurs petites remarques. D'abord, il y a eu un petit débat sur le nucléaire. Je vais revenir là-dessus parce que je crois que, encore une fois, dans cet échange franco-allemand, à partir de différences, on trouve des solutions. Francesca a tout à fait raison quand elle dit qu'il faut qu'on ait des solutions qui s'exportent et qui ne seront pas les mêmes. Et le nucléaire n'est pas exportable à l'infini. On le sait bien. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout au début, quand j'ai dit ça ne me choque pas, moi, si on commence par investir dans la mise en commun des réseaux, des échanges, de la gestion des flux, de la gestion des équilibres à l'intérieur de l'Europe et pas uniquement à l'intérieur de chaque pays, avec des espèces de guichets qui sont les interconnexions pour l'électricité ou la même chose pour les trains, je crois qu'à ce moment-là, nous allons pouvoir c'est le grand mot de l'Europe, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire que nous allons pouvoir laisser chaque pays
un peu plus libre de ses réflexions, de ses choix pour son mix. Bien évidemment, Francesca a répondu à l'allemande, pour l'Allemagne, à une question qui était posée pour la France. Bien évidemment, se dire qu'en Allemagne, aujourd'hui, avec le plan qu'ils ont de renouvelables, les recherches qu'ils font dans le renouvelable, repartir sur du greenfield nucléaire, c'est peut-être pas très intelligent. On comprend ça parce que ça va être d'énormes investissements immédiats qu'il faudra, évidemment, ils vont s'amortir plus longtemps, mais peut-être qu'on va trouver une ressource d'hydrogène ou une ressource éolienne ou une ressource solaire, même peut-être, qui sera amortissable à plus long terme que ce qu'on a aujourd'hui, qui est de l'ordre de 10 à 20 ans. Donc, il faut garder à chaque pays la possibilité à terme, de choisir ses mix, de choisir ses risques, de choisir son degré peut-être de type de pollution, de façon à ce que chacun puisse le faire en liberté, du moment que la mise en commun qui sera faite au niveau européen nous permettra de toute façon à tous d'économiser. On dit en gros que, ça c'est un chiffre qui est à peu près établi, qui est difficile à établir, mais c'est un chiffre à la louche, comme on dit. Si on avait en Europe aujourd'hui, par un coup de baguette magique, un réseau électrique européen, bouclé, aussi intelligent que celui de la France, que celui de la Pologne, c'est-à-dire bouclé, qui peut passer à droite ou à gauche suivant les trucs, qui est bien équilibré, qui fait le foisonnement parfait, on économise sans faire aucun autre effort. On économiserait 15% de production, en gros. Voilà. Parce que on aurait moins de pertes ou moins de redémarrage parce que sinon on va tomber en panne, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont claires. Et après, qu'un pays ait plus de nucléaire que l'autre, moi, ça ne me choquera jamais. Je l'ai dit tout à l'heure pour l'hydraulique, je l'ai dit pour la transition, sortir du charbon pour la Pologne, sortir du charbon pour la France, c'est deux efforts complètement différents. Donc il faut le respecter, ça. Et ce qui est important, c'est qu'on ait l'idée de se dire, ce que nous construisons en européen, ça doit être exportable. Et maintenant qu'elle est partie, je peux vous le dire, c'est quand même extraordinaire, comme évolution et comme lame de fond en Allemagne, que ce soit une Allemande qui dise, une Allemande qui se reconnaisse une responsabilité sur le monde. C'est quelque chose qui est nouveau, ça qui arrive. L'Allemagne avait l'habitude, depuis la guerre, de dire, nous, on essaye de faire notre business, et on essaie de plus trop s'occuper du monde. Et ça change. Et je trouve extraordinaire qu'on dise, on fait une transition écologique qui va nous servir, nous, Européens, mais qui va être un modèle qu'on pourra opposer au modèle chinois, au modèle russe, au modèle américain, qui pourra aider l'Afrique, etc. Donc ça, c'est des choses fondamentales que je voulais reprendre de la conclusion de Francesca. Une autre chose, sur le nucléaire, j'ai vu passer quelqu'un qui me disait que j'y connaissais rien, donc je reconnais parfois que j'ai des manques. Alors, il ne faut pas confondre ce que je dis sur le thorium et ce que je dis sur le nucléaire à pression atmosphérique. Donc voilà, déjà, donc je précise que j'ai fait un paragraphe qui était commun, mais ce sont deux choses effectivement différentes. Et puis, sur les déchets nucléaires, il faut toujours se rappeler d'une chose aussi, les déchets nucléaires produits par la France pour avoir vécu comme nous avons vécu depuis les années 60, c'est l'équivalent d'une grande piscine. Donc, c'est très dangereux, c'est extrêmement compliqué à gérer, extrêmement compliqué à sécuriser, mais ça, il faut avoir conscience de ce que ça fait par rapport en termes de logistique du déchet. Donc, j'aime bien ramener ces notions-là parce que c'est des choses qui permettent de resituer les enjeux. Donc voilà, le choix nucléaire est un choix qui peut être maîtrisé, évidemment pas si on part n'importe comment et si on part à toute allure et si on se dépêche de le faire n'importe comment. Je suis d'accord. Je te repasse la parole, vas-y. Oui, non, c'était pour essayer d'ouvrir après les questions à la salle, justement, parce que peut-être ça va Ouais. agrémenter le débat. Vas-y. Simplement, avant de vous donner la parole, peut-être revenir sur les questions du sondage, parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer et puis ça nous donnera un peu une teinte. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière sur la question des déplacements en Europe, des transports et de la mobilité. Le sondage va normalement s'apparaître pour se déplacer en Europe. Quel est pour vous le critère? Et vous pouvez les classer, les plus importants à vos yeux. Le sondage, normalement, est là. Vous pouvez y répondre. Et je vais donner la parole peut-être à Monsieur Dorel. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Vous avez levé la main. Alors, je vous en prie, vous pouvez poser votre question. Bonsoir.
Bonsoir. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque en général. Alors, parce que Monsieur Petit, vous êtes assez qualifié et je suis toujours impressionné sur les domaines, sur le sujet énergétique. Mais il y a quelque chose qui manque en fait en général dans tous les débats énergétiques en Europe. Où, par exemple, vous passez votre temps à mentionner l'hydrogène, qui est un superbe vecteur énergétique. Le problème, c'est que le rendement est déplorable et qu'on en a besoin dans plein d'autres secteurs. Donc en fait, c'est le genre de question qu'il faudrait qu'il faut que vous creusiez et que vous poussiez aussi vos collègues à creuser. Je ne sais pas si vous bien sûr. que Alors, c'est quel tout à fait d'accord. On a besoin et est-ce que c'est vraiment envisageable comme vecteur de stockage parce qu'on en aura besoin pour décarboner d'autres secteurs, donc pour décarboner les transports, pour décarboner l'aciérie, ce genre de choses. Bien sûr. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et moi, je le dis depuis très longtemps. L'hydrogène, enfin, moi, dans l'énergie, il y a 10 ans, j'y croyais pas. Exactement pour ce que vous dites. En termes de volume, et en termes de qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Aujourd'hui, j'avoue que nous avons beaucoup recherché, donc il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Nous savons utiliser mieux l'hydrogène qu'au moment où j'y croyais pas. Aujourd'hui, on sait faire marcher un train avec l'hydrogène. Moi, c'était des choses qui n'existaient pas à l'époque où je travaillais dans ce domaine. Donc ça, c'est important. Par contre, vous avez tout à fait raison sur les volumes. Vous avez tout à fait raison sur les volumes. Il y a une chose qui est intéressante et qui met un bémol à votre avis, qui est que l'hydrogène est assez astucieux, vous l'avez dit, comme méthode, comme vecteur, qui peut être un vecteur de stockage. Hein, c'est avec un rendement déplorable, mais qui est un rendement qui au moins on perd pas. Voilà. Si vous avez, par exemple, ce qu'on appelle l'hydrogène au fil de l'eau, hein, c'est-à-dire je mets une éolienne ou je mets une éolienne à côté d'une rivière où il y a de l'eau, voilà, et cette éolienne évidemment avec un rendement tout à fait déplorable par rapport à ce qu'on pourrait obtenir pour faire de l'électricité, mais elle va m'emmagasiner de l'hydrogène stocké. Voilà. Le jour où on saura utiliser cet hydrogène stocké de façon à peu près correcte, c'est-à-dire qu'on n'est pas, voilà, qui sera mis en bouteille, qu'on saura faire des bouteilles, que quelqu'un saura faire les bouteilles, recycler les bouteilles. On est peut-être à des lustres, mais voire même à des décennies d'avoir ce business-là. Mais ça, c'est quelque chose où on se dit, oui, là, il y a une manière de récupérer sans être obligé de se connecter à un réseau électrique et de le déséquilibrer et donc de demander beaucoup de travail d'équilibre électrique, on a peut-être quelque chose qui peut transformer du vent avec un rendement déplorable, je le reconnais, mais qui au moins permet de prendre du vent et d'avoir quelque chose qui est stockable à l'arrivée. Encore une fois, c'est du niveau de terminal ce que je dis, c'est-à-dire effectivement c'est possible. Ça n'existe pas encore en termes pour sauver la planète. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Et puis d'autant plus, alors, ce que les gens oublient, effectivement, c'est qu'il y a des domaines où on a besoin de l'hydrogène, pas pour s'en servir pour l'énergie. Où on a besoin d'hydrogène, dans la chimie, dans les trucs comme ça. Il faudra aussi continuer à fournir cet hydrogène-là. C'est justement mon point, en fait. C'est que ce sont ces usages d'abord qui doivent être priorisés pour l'hydrogène, parce qu'il faudra le produire de toute façon, puisqu'on utilise déjà de l'hydrogène et que la manière dont on produit actuellement, c'est à partir de l'hydrocarbure. Et donc, il faudra le produire pour ces usages. Et ça, on ne le fait déjà pas. Donc, en parler de stockage, ça me paraît toujours extrêmement ambitieux. Et par exemple, le genre de stockage dans lequel il faut discuter, donc c'est les batteries. Le problème, c'est qu'il y a le problème de la ressource du lithium et les steppes. Et les steppes qui sont un sujet qui est totalement ignoré parce qu'en fait, on considère qu'on peut construire des barrages en Europe. Et... Pas par moi. Oui. Vous savez que dans ma circonscription, il y a un pays qui est 98% hydraulique. Hein. C'est l'Albanie, hein, grâce à ces montagnes. Voilà. Donc non, je crois que les steppes c'est une très très bonne solution, mais vous ne ferez pas une step à Varsovie. Vous ne ferez pas une step à Varsovie. Et ça rejoint des step. Excusez-moi, parce que je vais avoir des remarques. Step, oui. C'est une station de pompage. C'est-à-dire, on a de l'électricité fatale, on a trop d'électricité à un moment, on fait tourner une pompe et on remonte l'eau dans le barrage. C'est un barrage à l'envers. Voilà, un barrage à l'envers qui devient de l'électricité, un stockage d'électricité future. Voilà. Enchaîne, Hugo. J'ai vu passer une question et puis ensuite je vais passer la parole à Flavio Doro. Juste une question qui est venue, celle de la sobriété énergétique, qui peut être une question vraiment intéressante. Elle est apparue hier dans le débat en France. C'est-à-dire, enfin, si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire la question de moins consommer d'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez de ce point de vue-là? Alors, sobriété, ça ne veut pas dire moins. Ça veut dire je gaspille plus. Oui. Mais oui, non, mais c'est vrai. Un mot, c'est un mot. Un mot, c'est un mot. C'est-à-dire que moi, je suis pour la sobriété.
Je suis pas pour la décroissance. La décroissance, c'est dire, c'est un peu injuste pour la planète, pour les autres humains. Il y a des humains qui vivent avec moi. Nous devons la croissance uniquement par la croissance démographique, elle va être importante. Et puis il faut remonter le niveau de vie. Voilà, aller dire à quelqu'un où il n'y a pas d'hôpital, ah ben non, mon ami, il faut que la planète consomme moins, donc il n'y aura pas d'hôpital chez toi, il n'y aura pas d'hôpital dans ton pays. Voilà. Et puis faire un hôpital à l'éolienne, c'est compliqué. Donc, ce que je dis, la sobriété, oui. La sobriété, c'est choisir, dire, il faut que je fasse ça, mais je vais pas gaspiller. Ce qui est horripilant, c'est le gaspillage. Voilà. J'ai pas besoin de rouler à 180 km à l'heure. Ça, pour moi, comme l'a dit Francesca tout à l'heure, pour moi, mettre une limitation de vitesse, c'est une remarque de sobriété, parce que ça n'enlève rien à ma vie, à part le petit plaisir que j'ai à prendre un risque. Mais ça n'enlève rien. La sobriété, c'est ça. Et je suis, moi, pour la sobriété. Dans tous les domaines, d'ailleurs. Y compris dans le domaine de la littérature, etc. Je crois qu'on a intérêt à être sobre. Parce que quand on est sobre, on est plus percutant, on parle moins. Et donc, je me tais, je te repasse la parole. Et moi, je vais passer la parole à Flavio Deroux qui a levé la main et qui a une question pour vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup, monsieur le député et toute l'équipe pour l'organisation de ce débat. J'avais une question vis-à-vis de combattre le greenwashing. Je constate que les politiques d'incitation pour la réduction ou la transition énergétique font souvent l'objet d'abus ou manque de contrôle. Alors, par exemple, en Allemagne, les fournisseurs d'électricité dits 100% renouvelables profitent de politiques de développement des énergies renouvelables et donc, en fait, ne garantissent pas que l'électricité qui arrive aux consommateurs soit d'origine 100% renouvelable. Et moi, j'ai l'impression que c'est très nuisible parce que les citoyens ont l'impression de ne pas causer de problème puisque eux achètent leur énergie 100% renouvelable, mais les chiffres à la fin du résultat annuel et de la consommation annuelle montrent que ce n'est pas le cas. Il y a aussi l'exemple des entreprises qui achètent du carbone offset, donc des compensations carbone, et qui se déclarent 100% neutres, alors qu'ils continuent à polluer de la même manière. Et sur ce point particulièrement, il y a eu beaucoup d'études l'an dernier sur des duplicata, donc par exemple des entreprises ou des, je sais pas, une réserve en Amazonie, qui vend du carbone offset, mais qui le vend par une multitude de différents bien sûr. qui sont achetés et vendus donc plusieurs fois. Il n'y a pas de contrôle, pas de garantie. Est-ce que les gouvernements et l'Union européenne peuvent proposer des solutions, un label commun, plus de contrôle et durcir un petit peu? Oui, vous avez raison. Le greenwashing fait du mal. On est tout à fait d'accord. Après, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit qu'une politique publique au XXIe siècle, elle marchera si elle est embarquée par tout le monde. Voilà, la difficulté dans laquelle on va être, et pour laquelle moi je suis pas d'accord qu'on mette un gendarme derrière chaque employé de chaque entreprise. Parce que sinon, on va pas y arriver. Et ça, c'est un système qui a existé dans l'histoire, voilà, où on essayait une société du contrôle permanent. Je ne veux pas qu'on y aille. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité du citoyen, donc des politiques d'éducation. On est bien d'accord que c'est compliqué, etc. Politiques d'éducation, des politiques de formation de citoyens. Moi, si j'ai eu cette idée de passer mon temps à discuter, même quand je suis à Lublin aujourd'hui, et ben voilà, je me suis concentré, j'ai trouvé du réseau et on avait prévu ça, on le fait. Et ça, ce que vous dites sur le greenwashing ou sur le très bon exemple que vous prenez des gens qui ont la conscience tranquille pour de mauvaises raisons. On est bien d'accord. Eh bien ça, c'est ce que j'appelle le citoyen qui est mal éclairé. Il faut que les citoyens reprennent leurs responsabilités, mais pas en disant uniquement le chef a mal fait. C'est pas ça. C'est en étant eux-mêmes force de contrôle, force de proposition, et petit à petit les entreprises aussi. Voilà. Moi, j'ai été entrepreneur. Vous savez, il y a quelque chose dont on parle très peu dans l'entreprise, mais dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, il y a eu la notion de qualité, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui a été quelque chose qui a été développé sans les pouvoirs publics et qui a finalement petit à petit amené des choses. Alors, ça n'a pas sauvé la planète, mais qui a amené un peu plus de rigueur dans le rapport du contrat avec le client. Après, il y a eu les accidents du travail. Il y a des domaines. Vous ne pouvez plus aujourd'hui être directeur d'usine et avoir un accident grave. Vous êtes viré.
de la même manière que si vous faites un résultat négatif. Alors pas dans toutes les entreprises, il y a encore on pourra toujours trouver une entreprise, mais dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, le directeur d'usine et son patron, ils étaient responsables des résultats d'accident du travail. Et si vous regardez en termes d'heures travaillées, il faut prendre les bons indicateurs, hein, et la baisse dans les 10 dernières années des accidents du travail sur site industriel, c'est assez remarquable. Et ça, c'est parce que les entreprises sont aperçues, grâce à la législation, qui n'était pas une législation de contrôle, mais une législation de sanction, hein, que il fallait le faire, et ils l'ont fait de manière, voilà, moi j'étais content de travailler là-dessus quand j'étais dans une entreprise. Ça m'ennuyait pas, je faisais pas ça parce que on me l'avait demandé. Je trouvais normal que tous les gens que je salue le matin quand j'arrive au boulot, je sois sûr qu'ils soient en vie le soir. C'était normal, ça faisait partie. Et on est, je dirais, sur les 4 millions d'entreprises françaises, je suis sûr qu'il y en a 95% qui travaillent comme ça. Il y en aura toujours 5% qui veulent tricher, ou alors qui ont des actionnaires bizarres. Je suis d'accord, il y a du greenwashing. Mais je me méfie beaucoup de dire on va gagner ces 5% en recontrôlant les 100. Voilà, il faut trouver les méthodes qui font que, de la même manière que les citoyens prennent leurs responsabilités et le justifient, les entreprises, on les aide à prendre leurs responsabilités, à les assumer, à être en transparence, à être en transparence, en équité. Il y a beaucoup d'entreprises où les patrons et même les actionnaires ne se distribuent pas de l'argent ne se distribuent pas de l'argent parce qu'ils n'ont pas pu augmenter. Ça existe, c'est très fréquent. Ça fait pas la une des journaux. Alors, monsieur le député, mais je suis d'accord. Vous coupez, il nous reste à peu près une. Il faut me couper. Donc, je vais enchaîner sur la question d'après de monsieur Fink. Peut-être terminer par un dernier sondage qui va conclure un peu notre propos et qui était la question que j'ai posée à Franziska Brantner. Est-ce que vous pensez que la France et l'Allemagne peuvent encore être les championnes de la transition énergétique en Europe? Je vais prendre la question de M. Fink. Si vous voulez allumer votre caméra et votre micro, peut-être, si vous le pouvez, et poser votre question à monsieur le député. Alors, pour le micro, je vais y arriver. Mais la vidéo, Allez-y. Bon, allez-y. Allez-y. Oui, je reviens du jogging, c'est simplement à cause de ça. Oui, alors, ma question, c'est simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau politique, je ne vais pas demander à un politique de faire de la recherche en énergie ou de me montrer des formules sur l'énergie nucléaire. Par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas, maintenant que la Russie et puis le gaz russe sont un peu, on va dire, hors du champ politique, est-ce qu'on ne pourrait pas réorienter donc la politique énergétique européenne vers l'Afrique du Nord et le Sahara, qui dispose de ressources énergétiques énormes et qui pourrait en fait simplement de ce fait produire assez d'énergie pour le monde entier. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ça. On pourrait aussi. D'abord, on le fait un peu. Vous avez tout à fait raison. Hein, c'est un des équilibres. Alors après, quelles sont les difficultés? D'abord, on le fait, c'est des choses qui commencent à se faire. Ensuite, si vous voulez, il faut toujours replacer ce contexte énergétique. Encore une fois, c'est de la transition qui met plein de choses en jeu. C'est pas uniquement le fait qu'il y a beaucoup de soleil ou qu'il y a des hydrocarbures faciles d'accès, etc. Il y a des problèmes sociaux sur place, il y a des problèmes environnementaux sur place. Un problème environnemental qui est très peu connu en France, je fais une parenthèse, c'est le gaz russe. On nous dit que le gaz russe, c'est bien. Enfin, quand je travaillais, on nous disait il n'y a pas de soufre dans le gaz russe, alors que dans le charbon, il y a du soufre. Évidemment, il le dessoufre avant. Donc, sur le plan environnemental, c'est une aberration de dire que le gaz qui arrive en France n'a pas de soufre. Simplement, le soufre, il est resté dans le village de l'Oural, qui est tout jaune. Voilà. Donc, on a des problèmes environnementaux pour exploiter quelque chose en Algérie, pour exploiter il faut
faire le travail, mais bien. Et ça, c'est un peu long. Il y a des problèmes sociaux qu'on connaît. Il y a des problèmes politiques. Il ne suffit pas de dire, allez, on y va, et tout le monde sera d'accord. Vous imaginez, en ce moment, en Algérie, bon, donc il faut tout intégrer. Et c'est ça la géopolitique, c'est ça le travail du politique. Je crois aussi que c'est ça qui est le travail du citoyen, parce que aujourd'hui, un citoyen, non seulement il doit faire ses devoirs à la maison sur qu'est-ce que c'est que l'énergie, pourquoi, quelle est la différence entre énergie, puissance, disponibilité, etc. Mais après, il doit aussi faire un peu de travail sur la géopolitique. Bon, vous savez que depuis 4 ans, j'essaie d'expliquer à tous mes concitoyens qu'est-ce que c'est entre la mer Baltique et la mer Noire, pourquoi ça pète aujourd'hui, et qu'est-ce qui se passe ici. Eh bien, ces enjeux-là qui sont tout emmêlés pour arriver à ce que vous faites. Je crois qu'on est en route. Il y a des choses qui ont été assez fortes, en particulier du côté de la France. On a fait une très belle loi du côté de la France, qui était la loi aide publique au développement, sur un certain nombre d'enjeux de programmation à 5 ans, d'enjeux de coopération et de collaboration, en particulier en direction de l'Afrique. Et je crois que la relation Afrique-Europe, vous savez qu'il y a eu un sommet il y a très peu de temps, il y a 15 jours ou 3 semaines, sous la présidence française, pour dire c'est un enjeu européen, la relation à l'Afrique. Et puis dernière chose que je voulais vous dire, parce que c'est très peu connu, vous dites je ne demande pas à mon politique d'être un scientifique. Les politiques ne sont pas des scientifiques. Par contre, vous avez un office à l'Assemblée nationale et au Sénat qui est commun. Vous avez un office des choix politiques qui éclaire les choix scientifiques. C'est d'accès public, ça. Vous pouvez aller Assemblée nationale, office parlementaire d'études des choix scientifiques, et vous avez des analyses qui sont des analyses de politique et donc ils auditionnent des scientifiques, et c'est pas une vulgarisation, mais c'est l'état du rapport entre le politique et le scientifique à un moment donné. Donc ça existe. Et juste avant de donner la parole à M. Kuhn aussi, il y a une institution qu'on oublie souvent qui est l'OFAT, l'Office franco-allemand de la transition énergétique. Je crois que ça veut dire ça, qui doivent avoir aussi des ressources là. Alors, je vais juste avant peut-être de faire une dernière conclusion, vous donner la parole, M. Kuhn. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Bravo pour l'organisation. Une petite réflexion, on a parlé un petit peu. À propos de ce qui se passe maintenant et de l'impact, je crois que ça a sur les prix. On a parlé de sobriété ou de réduction de consommation. Juste peut-être quelques chiffres. Moi, je suis chef d'entreprise à Berlin, l'entreprise est Holos, et on est spécialisé dans l'ingénierie environnementale. Franco-allemand, vous nous avez rendu visite, monsieur Petit, il y a quelques temps. La première énergie pilotable allemande, c'est le charbon, puissance installée 40 gigawatts. Première énergie pilotable. Qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de gaz. On va dire, les 30 gigawatts de puissance installée du gaz, ça va être fabriqué par les usines à charbon. Le charbon augmente de 100%, je crois qu'il va être à 200-300% bientôt. Ça va d'ailleurs faire du bien à nos amis polonais qui en produisent, je crois. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ce qui va se passer, c'est que le prix de l'électricité va évidemment considérablement augmenter. Dans des proportions exceptionnelles qu'on n'a pas vues depuis, je pense, 40 ou 50 ans. Et là, il s'agira, je crois, afin de ne pas s'endetter, puisqu'il va falloir faire du quoi qu'il en coûte certainement en Allemagne. Il va falloir réduire immédiatement les consommations. Et les entreprises avec qui on travaille, qui sont des entreprises allemandes familiales, elles sentent bien que ça arrive. Et on parle aujourd'hui de est-ce qu'il ne va pas y avoir de coupure pour certaines entreprises. Et je crois qu'il faut peut-être, ce serait intéressant de commencer à engager la discussion avec les citoyens. Parce que ça, ce n'est pas un sujet pour 2050, c'est un sujet, je crois, sans faire d'alarmisme, moi je suis un positif, je suis un chef d'entreprise, qui arrive dans les mois qui viennent, je pense. Votre opinion peut-être, monsieur le député? Je crois aussi. Oui, je crois aussi. Alors, je vais vous livrer une anecdote qui est une anecdote qui m'a toujours fait peur, sur justement ce côté, comment dire, si j'insiste sur la notion de réseau électrique comme première étape, c'est aussi parce que ce réseau, c'est l'image du fait qu'on défend quelque chose de commun. C'est un commun, le réseau électrique. C'est pour ça que je considère que ça ne doit pas être privatisé, que le réseau ne doit pas être privatisé, la production peut-être, ou que les rails ne doivent pas être privatisés, le service peut l'être. Mais je suis allé en Irak, moi, j'ai travaillé à plusieurs reprises en Irak, et donc c'était toujours après une guerre et avant une autre, mais c'était avant la dernière. Et je suis passé dans une rue résidentielle.
J'étais accueilli par le gars qui allait m'héberger pendant les 2 jours où je devais travailler, qui était le propriétaire de la station d'épuration d'eau où j'allais essayer de mettre des tuyaux qu'il fallait. Eh bien, dans la rue, il y avait devant chaque maison un container avec un bloc électrogène. Et il y avait encore les fils. Mais il y avait eu tellement de coupures, tellement de manque de réseau, tellement d'erreurs de réseau, que les gens qui voulaient continuer à vivre tranquillement avaient acheté un bloc électrogène. Et donc vous aviez, mais ils étaient garés, il y avait 10 maisons, il y avait 10 blocs électrogènes. Chacun achète le sien. Et ça, pour moi, c'est l'explosion de la solidarité de la société. C'est le summum de l'individualisme auquel moi, en tant que démocrate, je m'oppose. Et je crois que cette conscience dont vous parlez quand vous dites, bah oui, les gens commencent à se poser des questions, c'est bien ça. On a pris l'habitude que l'électricité, elle est là. Mais l'électricité, c'est un miracle à chaque 50e de seconde. À chaque 50e de seconde. C'est-à-dire que 50 fois par seconde, c'est un miracle que le fait que vous branchez votre pompe, ça ne va pas sauter le réseau. Et ces notions-là sont des notions qui doivent être des notions qui deviennent connues par les citoyens, par les entreprises, pour faire ces choix-là. Donc voilà. Après, 2 remarques. Une remarque technique. Il y a charbon et charbon quand même. Hein. C'est le problème aussi, moi j'ai brûlé de la minette Lorraine il y a 40 ans. Voilà, la lignite, c'est quand même encore plus dégueulasse, hein, il faut être très clair. Et puis, l'Allemagne évolue, l'Allemagne change. Je le dis pas parce que Francesca est partie, mais l'Allemagne est en train de changer, elle est en train de faire ses prises de conscience. Et si vous voulez, je fais confiance à nos amis allemands pour une fois que la société a pris conscience, généralement, ils se trompent pas. Ils se trompent un peu avant, peut-être, mais généralement, ils se trompent pas. Et j'ai l'impression que ça va aider tout le monde, le fait que l'Allemagne fasse cette prise de conscience. Encore une fois, sur les 2 points de vue. Sur le point de vue de on ne peut pas continuer avec un certain nombre de choses, il faut investir de manière à vraiment faire notre transition pour de 30 et de 50 et de 2050. Et deuxièmement, nous avons une responsabilité sur le monde, sur le reste du monde. Donc tous ces sujets de lien avec l'Afrique du Nord, etc., sont des sujets, je suis persuadé qu'on ne sera plus les seuls à les porter en France. Alors, merci, monsieur le député. C'est le moment de conclure. Alors, juste avant de vous laisser un petit moment pour une phrase de conclusion, je voudrais qu'on puisse afficher les résultats du dernier sondage qui nous permettra de conclure si on l'a. Et puis, je vais vous laisser la oui, plutôt oui. Donc, c'est majoritairement oui. Et je vais vous laisser la parole pour une phrase de conclusion. Bah écoutez, d'abord merci d'avoir été aussi nombreux et aussi longtemps. C'est pas des sujets simples. Je suis très, j'ai du mal à dire que je suis heureux d'être là, hein, parce que je pense que la guerre me marque. Voilà, pour être très simple, cette guerre me marque profondément dans ce que je suis profondément en tant que bonhomme. Hein. Donc j'ai beaucoup de mal le matin quand on me dit tiens salut ça va, j'ai du mal à répondre. Donc j'ai cherché le mot toute la journée pour le remplacer, mais je crois que je suis fier. Voilà, je crois que je suis fier que vous soyez là et qu'on puisse encore discuter, débattre. Je répète que cette guerre est une guerre culturelle, c'est une guerre de modèle. Le modèle que veut imposer Poutine pour des raisons internes, c'est on doit être tous pareils si on veut vivre ensemble. C'est ça qu'il veut nous imposer. Voilà. Et si on l'arrête pas, il ne s'arrêtera pas. Donc, ce qu'on est en train de faire là en disant nucléaire, pas nucléaire, t'y connais rien, etc. Eh bien, je suis très fier parce que ça, c'est la démocratie, c'est de l'anti-Poutine. C'est de l'anti-Poutine. Et ça, il faut qu'on continue à le faire parce que c'est aussi comme ça qu'on se défendra. Ça suffira pas. Il faudra certainement y aller. Il faudra certainement faire d'autres démarches plus dures, mais si on ne fait pas ça, il aura gagné. Si on n'est plus capable de ne pas être d'accord en Europe, il aura gagné. Il aura gagné. Donc il faut, surtout dans ces moments-là, qu'on continue à discuter en franco-allemand. Je ne vous parle pas des Polonais en ce moment. Il faut vraiment que là, on continue à être des démocrates. Voilà, les démocrates, c'est pas des mous. Hein. C'est pas des mous. Je serai demain, moi, sur la frontière.
Voilà, il y a des gens qui bossent, il y a beaucoup de gens qui bossent, qui ont du courage. Je pense qu'il en faudra encore plus dans les semaines qui viennent. Mais franchement, je crois que j'étais à la place où je devais être pendant 1h30 avec vous tous ce soir. Merci à tous d'être restés. Merci Hugo. Merci. C'était brillant. C'était brillant comme modération. Et voilà, c'est vraiment, vraiment chapeau. Et voilà, les jeunes franco-allemands sont utiles à tout le monde et aux vieux croutons comme moi. Merci à tous. Beaucoup, en tout cas, merci à tous d'avoir participé et très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.